Aujourd'hui, à La Vie est belle, je reçois l'humoriste et le chanteur de tunes sérieuses, Laurent Paquin. Si vous avez 2 petites secondes, cliquez sur j'aime, suivre, s'abonner, 5 étoiles, commentaires. Ça aide le balado à se faire connaître. Bonne rencontre. Balado, épisode 40. Laurent Paquin. 3, 2, 1... Ça me tentait plus d'être un humoriste qui dérange pas trop. Je voulais pas être l'humoriste qu'on aime, mais parce qu'il nous dérange pas. Ah ouais? Je préférais perdre un peu de public, puis d'assumer de déranger un petit peu. Puis c'est ironique parce que finalement, j'ai jamais eu un show qui a été aussi bien reçu que mon dernier show. Probablement parce que je me suis permis d'être moi-même. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Paquin, salut! Salut! Ah, que c'est un scène 1 prise 2 pour nous autres, puis ça sur YouTube, vous voyez, on se lave les mains, on se frotte, oui. là, regarde, elle J'ai push vu la qui revole bouteille, partout. j'ai Ouais, fait puis peur. elle a du jet, t'as remarqué, oui, tout le monde qui sont là pèse sur notre bouteille, puis ça revole partout. Ça, ben oui. J'espère que les bulles suivront pas. Très drôle, quand je dis scène 1 prise 2, c'est qu'il y a un mois pile, tu m'as fait arrêter de battre le cœur. Oui. Parce que moi, mon bureau est l'autre bord, on est à la maison ici, puis je reçois un coup de fil. François, Laurent! T'es où? Je sonne chez vous, ça répond pas. Puis puis là, on va voir, parce qu'on va parler de ton test psychométrique. Moi, je suis brouillon, pas organisé. Ouais. Toi, je te suspecte d'être assez sacoche dans l'organisation. Ça dépend. C'est-à-dire que je prends les outils, sinon je serais vraiment tout croche. OK. Tu vois, c'était une erreur. Évidemment, la dernière fois, c'était mon erreur, mais c'est une question de... J'ai inscrit dans le mauvais mois dans mon agenda. Mais ça m'arrive quand même assez rarement. Mais si j'avais pas mon agenda, je suis complètement dépendant de l'agenda. C'est parce que... Si j'ai pas ça, j'oublie tout. Je sais même pas ce que j'ai demain dans mon agenda. Tu sais, je suis pas capable de voir plus loin que aujourd'hui. OK, c'est ton cerveau qui suit pas. Mon cerveau ne suit pas. Puis je pense qu'il y a aussi un je sais pas si c'est un réflexe de survie. À un moment donné, j'ai eu des moments de ma vie tellement chargés, tellement occupés, que je me disais, si je regarde trop loin d'avance qu'est-ce que j'ai, je vais capoter. J'ai fait ça, moi, pendant un bout de temps, puis ce qui fait qu'à Je pense que les burn-out doivent être beaucoup à cause de ça, les gens qui se projettent dans le futur, puis c'est peut-être ça qui m'a sauvé du burn-out. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui me disaient, je comprends pas comment tu fais pour faire autant d'affaires. Puis je dis, je sais pas, je le fais, puis je me pose pas trop de questions, je me demande pas comment je fais, je le fais. Mais je pense qu'avec le recul, à un moment donné, j'ai compris que ça m'a sauvé la vie, peut-être, pas la vie, je ne vais pas exagérer non plus, mais ça m'a peut-être sauvé le cul, mettons. Ah, mais oui, mais c'est drôle, parce que moi aussi, j'ai de pas me projeter dans le futur. On m'a dit la même affaire, François, je sais pas comment tu fais, je sais pas comment tu fais. Puis j'ai entendu une phrase un jour qui guide une partie de ma vie, puis je l'ai souvent dit à du monde, des employés, des amis qui sont dépassés par les événements, c'est, hey, regarde, si je te mets sur la table tout ce que tu vas manger dans une vie, puis je te dis, mange, tu vas virer fou, tu vas être tabarnak, il y a 4 containers. mais une bouchée à la fois, c'était bon en tabarnak. Oui, c'est ça. Moi, je me questionne pas tant que ça. Ça doit aider aussi. Moi, c'est comme je faisais de la radio le matin, je me levais, en début de carrière en plus, j'étais tout jeune, fait que j'avais encore une santé de gars dans vingtaine, mais je me levais à 3h30 le matin de Montréal, je prenais mon char, puis je roulais jusqu'à Trois-Rivières pour faire le morning show à la station Énergie de là-bas. Puis les gens me disaient, je sais pas comment tu fais. Puis chaque fois, je savais pas quoi répondre à ça. Puis je disais, moi non plus, je sais pas, je le fais. Mais aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis, que je le referais pas. Et puis l'hiver, à part ça, là, elle roulait dans la moi, neige, j'ai pogné le champ 2-3 fois. Tu roules, c'est la nuit, les routes sont pas toujours déneigées. J'ai quitté la route, moi, je pense à trois occasions en 2 ans. Puis rouler la nuit, parce que j'ai fait Montréal-Drummond faire un morning show à distance. C'est mortel. Écoute, tu dépasses une vanne. Là, il fait noir, elle te splouche dans le windshield, tu vois rien. Ton seul point de repère, c'est la vanne à côté. Ouais. Fait que tu conduis en regardant la vanne pour être sûr d'être encore sur la bonne voie. Ouais. Non, c'est... Le nombre de fois que le cœur s'est mis à me battre puis à me débattre en me disant « Hasta la vista, on y va ». Ah non, moi j'ai eu peur de mourir. Il y a des moments où j'ai eu peur de mourir sur la route. Puis des fois, je m'endormais au volant. Tu sais, je suis pas fier, je le dis, là, puis... Tu te réveilles, là? Ah oui, tu te réveilles en sursaut. Mais ce que je faisais, c'est drôle, parce que je partais quand même assez de bonne heure, puis quand je voyais que je serais pas capable de me rendre à Trois-Rivières,
je me stationnais à Berthierville. Ouais. C'était à peu près à mi-chemin. Je me mettais dans le stationnement du resto Saint-Hubert, mettons, tu sais. Puis là, j'avais un petit réveil matin. Puis là, je me cantais, je baissais mon siège. Je dormais genre 15-20 minutes. Le problème, c'est que pendant que je dormais, à un moment donné, j'oubliais que j'étais stationné. Ah, là, tu te réveilles. Oh, Fait que je me réveille en sursaut, là. Je suis couché, en plus, le siège est baissé, là. Je me suis incliné pour dormir. Puis là, je me réveille comme un moment de panique Hey, tu vois le totale. plafond du char, t'es assis dans votre... Écoute, Ouais, puis là, le cœur te bat, puis là, tu fais, OK, je pense que je peux rouler, je vais être réveillé pour un petit bout. Mais finalement, après 15 minutes, je recommence à cogner des clous. Ah non, je referais pas ça aujourd'hui. Moi, c'était en début de carrière. Je venais de me séparer, j'avais plus une Christie de scène et j'avais vraiment un char de marde. Fait que moi, là, les freins marchaient à peu près plus là-dessus. C'était n'importe quoi. Oh Fait que my c'est God. triplement dangereux. Là. Ben oui. Puis moi, je revenais. Je m'endormais des fois en m'en allant, mais des fois, c'est quand je revenais. Après le show du matin, je retournais chez nous, moi. Puis là, il fait gros soleil, puis t'es fatigué, puis t'as les yeux plissés parce que le soleil est fort, puis là, t'es fatigué. Puis des fois, c'est ça qui était le plus dangereux pour Ça, moi. c'était une partie de tes vies. Ouais, Parce ben que oui. là, Je faisais. Ben, écoute, t'as fait ça, après, t'avais d'autres affaires à faire. Là. Oui, mais en fait, ce qui aurait pu me tuer à l'époque, c'est que je faisais... Je voulais pas juste faire ça dans la vie. Je faisais de la radio, mais moi, dans ma tête, j'étais pas un gars de radio à la base, tu sais. Je suis un humoriste qui fait de la radio pour gagner sa vie, puis parce que c'est le fun aussi, puis bon, puis c'est gratifiant, mais dans ma tête, j'étais un gars de scène, fait que je voulais pas faire de la radio puis arrêter la scène. Ouais. Fait que des fois, je faisais des shows la veille. J'ai souvenir d'une fois où je dormais, j'avais un show à Sherbrooke dans un bar qui finissait assez tard. Puis là, je me disais, si je reviens chez nous, puis que je repars le lendemain à Trois-Rivières, ça vaut même pas la peine que je m'en aille chez nous. Fait que je suis parti directement à la station et j'ai dormi sur un fauteuil dans le local des animateurs. Ça avait aucun bon sens. Puis je dis un fauteuil, là, c'était une chaise d'ordi rembourrée, puis j'avais les pieds sur le bureau. Hey, Mais quand je repense à ça, je sais pas, il y a quand même quelque chose de le fun de... Je dirais pas que je suis nostalgique de ça, mais tu sais, toutes les petites merdes qui nous sont arrivées quand on est plus jeune puis qu'on y repense, on dirait qu'il y a de quoi de beau là-dedans, malgré tout. Puis, est-ce qu'on Ça réalise... montrait à quel point j'étais passionné de mon métier puis que je voulais faire plein d'affaires. Ouais. Puis, à tout le monde à qui on a parlé depuis le début du balado, qui ont fait un peu de tournée, on a jasé de la tournée, ce qu'on réalise, c'est que l'affaire la moins glamour au Québec, c'est de faire de la tournée. Oui, c'est tout sauf glamour. Ah, c'est tout. J'avais fait, moi, des capsules sur mon... Tu sais, l'Instagram, des fois, on sait pas trop quoi mettre. Moi, je suis pas... j'ai pas le réflexe Instagram, moi. Puis à un moment donné, je m'étais dit, je vais faire des capsules, puis j'appelais ça la tournée, c'est glamour. Oh, wow! Puis là, j'étais dans ma loge, puis je disais, hey, aujourd'hui, à la tournée, c'est glamour. On est à Sherbrooke, et dans ma loge, j'ai des crudités. Puis là, je mangeais une carotte. Puis, tu sais, c'est tout sauf glamour, faire de la tournée. Ah, clairement, c'est ça. Puis c'est revenir... écoute-moi, les 8 dernières années de Salut Bonjour, je faisais des conférences. Je faisais une tournée du Québec de conférences le soir. C'est là que tu dises les 8 dernières années. C'est Ben quand oui. même beaucoup, 8. C'est quoi, t'en as fait 9 ou t'en as fait 20? Je l'ai fait 18. Eh, tabarouette, Je fais 18, OK, Salut quand Bonjour, même, mais quand les 8 même. dernières années, j'avais une tournée de conférences à travers le Québec. Oui. Puis, fait que tu finis, t'es en Beauce à 10 h le soir. Ah oui, fait que là, tu sautes dans Là, ton tu char. sors dans ton char, puis on te ramène là, à Montréal. Ah ben au moins, on te ramène. Oui. Ça, c'est le fun, par exemple. Ça, c'est Ben, le fun. je pouvais pas. Je pouvais pas faire le morning show, drive-in business le Ouais. jour, m'en aller en Beauce, faire une conférence le soir, revenir chauffer. Là, comme dirait l'autre, des petites limites. Là. Non, il y a des... Non, faut pas venir fou non plus. Faut pas non plus mettre sa vie en danger. Moi, je l'ai fait à quelques occasions. Ouais. De dire, là, je serais pas capable. Fait que j'engageais, je demandais à un de mes chums. Hey, es-tu libre en fin de semaine? Je t'engage. Tu me chauffes pour me rendre. Parce qu'il y a des fois, il fallait que je revienne. Là. Mais en général, moi, je conduis tout le temps. Fait que, ouais, c'est quelque chose. Dans le balado, on s'amuse à faire le tour. Sont bonnes, tes bulles? Ah, ils sont écœurants. Je les connaissais pas, c'est quoi? Ça, Paris Balta. OK. Écoute, Ben, ça c'est coûte... bien le fun, c'est un petit vin organique en C'est un plus. vin organique, c'est un cava. Moi, je suis rendu que je préfère le cava au champagne, sans blague. Puis, Hey, pour vrai, moi, il y a des créments d'Alsace ou que je trouve aussi bons ou sinon meilleurs T'es genre que du champagne. C'est 17 piastres.
OK, bon, t'es délicieux. Vraiment, vraiment le travail. Ouais. Puis parce qu'on n'arrête pas d'épluguer, j'ai payé même pas. Fait que, Ah oui, OK. On va même t'en donner une bouteille en partant. Fait que merci de savoir je viens plugger, de comme dire ça, que j'ai même c'est pas l'air bon. d'épluguer. Avoir su que ça marche de même, tu sais. Ben non, c'est parce qu'au J'aurais début- commencé bien avant. C'est vraiment mes bulles. C'est ça que je bois depuis des années. OK. Parti de balado, on l'achetait, puis là, je fais le coudon. Quand on finit le temps par parler de ces petites bulles-là, moi, je les appelais. Fait que ça, il m'en envoie des caisses. Bon. Ta blonde, tu l'as demandé en mariage devant le beau-père d'un souper. Ouais. Old style de même. là. Oui, ça me faisait rire de faire ça. C'était un peu pour la blague. OK. Parce que ma blonde et moi, quand on s'est mariés, on se mariait pas tant que ça parce on n'est pas tellement mariage. Mais pour l'adoption, il fallait être pour adopter, il fallait être marié. Il y a des pays, sinon, qui acceptaient pas qu'on adopte un enfant chez eux. Fait qu'on s'est mariés, mais c'était un peu... on était mariés dans c'était comme un local de réunion. Je suis dans le bureau de la notaire. C'était genre la salle de conférence. Autour d'une table, il y avait mon témoin, le témoin de ma blonde, puis la juge qui avait amené des fleurs parce qu'elle nous trouvait tellement tout nus. Elle trouvait ça tellement chenu comme mariage qu'elle nous avait acheté des fleurs. Hey, on avait failli même pas avoir de bague. Fait que il y avait un peu de blague derrière tout ça, mais je m'étais dit, je vais faire la demande comme il faut. Fait que mon beau-père, qui est pas un gars de cérémonie pantoute, fait que je suis arrivé à un moment donné, je me suis levé de la table, je me suis mis un genou par terre, puis j'ai dit est-ce que vous acceptez de me donner la main de votre fille? Puis évidemment, lui, maladroit, c'est là, toi, ben oui, prends-la, là. Pars avec. Pars avec. Ben, c'était un peu ça. Mais je suis content. J'ai un peu regretté après de ne pas avoir mis un peu plus d'emphase sur le mariage. On se disait tellement qu'on n'était pas du monde qui... On avait tellement pas le mariage en tête. On croit pas tant que ça au mariage non plus. Puis, mais on l'a fait. Puis avec le recul, je me dis, on aurait peut-être dû mettre un petit peu de cérémonial là-dedans. Juste, ne serait-ce que pour ajouter un peu de stock dans la boîte à souvenirs. Tu sais, juste pour qu'on se rappelle. Là, je me rappelle d'un local, salle de conférence, puis je me rappelle juste qu'on est arrivé là puis qu'on n'avait rien, que moi, j'avais une chemise. Tu sais qu'en plus, vu que ça dure, ça révèle la peine, tu sais. Ben oui, en plus. Tu sais, tantôt, avant qu'on enregistre, on parlait de, toi et moi, on a la même maladie mentale de quand on achète quelque chose, on préfère acheter de la qualité tout de suite au lieu d'acheter du cheap. Fait que c'est un peu le même principe. Chose en amour. Ben oui, en amour, Colin, tu sais. T'aurais pu faire ça. Ouais, il m'a dit tant qu'à commencer par quelqu'un de plus cheap, puis après ça, upgrader. quand même, hein. Commençons tout de suite par là, ce qu'il y a de mieux. Quand même. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai ce réflexe-là dans la vie. Souvent, je m'achète une bébelle cheap un peu. Je le fais moins avant, moins maintenant. J'ai commencé à développer cette philosophie-là qui est, ça vaut la peine des fois de payer. Ça coûte moins cher. Oui, ça coûte moins cher de payer plus cher. Parce Oui. que c'est ça. Parce que le vieux réflexe que j'avais avant d'acheter une bébelle moins chère en me disant d'un coup que j'aime pas ça, tu sais. Puis là, finalement, j'aime ça. Fait que là, la bébelle pas chère, je l'ai achetée pour rien. Parce que là, je vais m'acheter la bébelle chère. Fait que finalement, je me suis acheté 2 bébelles. Alors que, bon, tu sais. Mais je comprends la crainte. Tu sais, quand t'as pas beaucoup d'argent, surtout en début, quand tu commences. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, quand je m'achetais une bébelle, j'achetais pas la plus chère. Tu sais, c'est un beau luxe. Non, mais c'est pas nécessairement la plus chère, mais tu peux acheter du pas cher qui est bon. Faut que tu te Ouais. Le critère, c'est pas juste le prix. Quand ta blonde, vous êtes mariés, elle a dû dire pour le meilleur et pour le pire. Je me rappelle pas. Des mariages civils, là, tu sais, je pense pas que c'est signe de contrat. La loi C23.52 alinéa. C'est bref. plus ça, ouais. Puis c'est quasiment... c'est vraiment drabe comme mariage, là, tu sais. C'est vraiment comme un mariage qui a plus des allures de signature de contrat devant... Une hypothèque. Devant l'autorité, là, pour être sûr que c'est officiel, là, tu sais. Ouais, ça avait plus l'air d'une hypothèque que d'une cérémonie. Tu vas signer ton testament, c'est à peu près pareil. Ben, à peu près. Mais en faisant mes recherches, tu dis, ouais, mais tu sais, moi, je suis comme peut-être pas le chum idéal. Tu sais quoi, tes bas sales traînent, tu mets pas la vaisselle. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Il y a quelqu'un qui dirait je suis le chum idéal. Déjà, je me méfierais de lui. Là, qui prétend être l'idéal? T'sais? Les batteurs de femmes, d'habitude. Ouais, tu vois, justement, ça cache quelque chose. Quand quelqu'un se dit je suis le chum idéal, moi, ouais, c'est ça. On va fouiller un peu puis on va découvrir des petits défauts. Moi, je le dis d'avance, je suis pas le chum idéal. Mais non, je suis pas le chum idéal, c'est vrai. Mais c'est le cliché, hein. C'est le gars qui se ramasse pas. Fait que ma blonde puis moi, je dirais que si on a des conflits, si on a des disputes,
qui sont très rares là, quand même, soit dit en passant, mais si on a un conflit, ça va généralement être sur quelque chose de même. Elle qui est plus organisée que moi qui est plus broche à foin. En début de relation, quand on vivait plus pauvrement, moi, j'étais plus tête folle sur les dépenses. Fait que moi, j'achetais des affaires, puis là, ma blonde, elle disait, hey, là, on a peut-être pas les moyens. Puis là, je dis, ben oui, on les a, les moyens, mais elle s'inquiétait aussi pour le futur. Uh-huh. Elle dit, oui, mais là, on les a, les moyens là, mais tu sais, attends, là, dans un an, on ne sait pas où est-ce qu'on va être, puis ta carrière, comment ça va se passer. Ouais, puis... c'est ça, toi, l'artiste a choisi quelque chose d'épeurant et d'incertain, là. Ben oui, c'est ça. Si j'avais une stabilité, un job avec un salaire fixe, T'avais une et tout job. ça, ben j'avais une job, mais tu sais, c'est vrai qu'on était loin d'être de vivre dans la certitude que tout va continuer. Fait qu'elle avait ce côté-là rationnel. Moi, j'étais un peu plus tête folle. Puis je le suis toujours un peu. La différence, c'est que je gagne assez bien ma vie maintenant pour me permettre des folies, tu sais, qui font un peu moins peur à ma blonde. Parce qu'elle sait que... je pense qu'elle a fait son deuil aussi, elle s'est dit, il comprendra jamais, fait que, regarde, ça sert à rien. Je pense qu'elle a lâché prise un peu. Puis moi, de mon bord, j'essaie de faire aussi un peu plus attention. En dehors de ce qu'on vit, pandémie COVID, là, c'est une année particulière pour toi, j'ai l'impression. T'as 49. Ouais. Ton papa est décédé à 49. 49 Ouais. ans, je sais, je suis passé par là il n'y a pas longtemps. C'est le juste avant 50. Tu vas avoir 50 en septembre. Ouais. T'as comme un nouveau hamster qui se met à tourner, qui se met à penser un peu différemment. T'es où, là? Ah ben je suis en plein là-dedans, là. Le hamster, il est dans sa roulette puis il spin, c'est un moyen temps. Je suis en plein là-dedans. Puis en plus, j'écris un peu là-dessus. J'ai écrit un numéro. Et puis, j'ai écrit un numéro que j'ai fait au dernier festival, le Comédia, à Québec. Puis c'était sur le fait que je voulais plus perdre de temps parce que j'avais l'impression que ça achève. Le numéro commence comme ça, où je disais... Puis au départ, dans ma tête, c'était à la blague. C'est-à-dire, je disais, j'ai l'âge de mon père quand il est mort. Ben, c'est sûr que ça doit t'amener à penser, là. Ben, c'est ça. Ben, là, ce qui est particulier, c'est que depuis le jour de ma fête, donc, il y a comme une voix dans ma tête qui me dit, Esti, ça achève. C'est cette année. Fait que ça, c'est le début du numéro. Puis là, je dis, c'est sûrement pas vrai, là. Je le sais que c'est probablement pas vrai, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est plus fort que moi dans ma tête. Il y a une voix qui dit, ça achève. Puis je le faisais à la blague, mais je réalise que c'est pas tant que ça une blague. Que ça fait partie de ce à quoi je pense quotidiennement. Souvent, mettons, je sais pas, quotidiennement, c'est peut-être exagéré, mais j'y pense vraiment souvent. Que j'ai l'âge de mon père quand il est mort. Je sais que quand je vais avoir 50 ans, ça va être un choc de passer d'une dizaine à une autre, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir comme un soulagement d'avoir dépassé mon père. Mon père est mort vraiment juste avant d'avoir 50. Là. Il est genre 3 jours après, c'était sa fête. Là. 3 jours après son décès. Ah oui? Fait que... Puis dans ma famille, sans qu'on se le dise, tout le monde, depuis le décès de mon père, tous ceux qui ont topé le 50 ans ont eu la même réflexion. Ah, OK. J'ai dépassé Doris. Mon père s'appelait Doris. OK. Fait que ma soeur s'est dit ça, mon beau-frère s'est dit ça, mon grand frère s'est dit ça, tu sais. Puis moi, je vais me dire ça probablement quand j'aurai l'occasion. Fait qu'à la fin de 50 ans, au lieu d'avoir des ballons de 50, c'est j'ai dépassé Doris. Oui, ça va ressembler à ça. Ça va dire, je suis encore vivant. Mais le fait de me dire ça achève, ça donnait une tournure à ce numéro-là, dans lequel je disais, là, il y a des choses que j'ai jamais faites dans ma vie, que j'assume que je les ferai jamais. Le temps qui me reste, je n'ai pas le goût de perdre du temps à faire ça. Puis je trouvais que c'était une ligne, un fil conducteur intéressant que j'aimerais peut-être exploiter davantage, peut-être dans mon prochain one-man show, sur l'idée que, si c'est vrai que ça achève, là, ma vie peut pas être exactement comme elle était avant. Là. Il faut que j'abandonne l'idée de faire certaines choses, mais il faut pas que j'arrête de faire certaines autres, puis il faut que je profite du temps qui me reste. La notion du temps est pas la même. Hein? Quand tu as l'impression que tu en as de moins en moins, c'est ça quand tu es jeune, hein? Tu as l'impression que tu as toute la vie devant toi, puis le jour où tu arrives au milieu de ta vie, où là tu dis, OK, là je pense que j'en ai plus derrière que devant. Hey, pour que j'en ai plus devant, il faudrait que je vive jusqu'à 100 ans. Là. Fait que forcément, j'ai plus de temps derrière moi que devant. Oui. C'est épouvantable quand tu fais ce constat-là. Oui. C'est Je l'ai épouvantable. fait, oui. À moi, c'est pas d'un coup que tu vis jusqu'à 120, 130. On le sait pas. Et que ça ne tente pas. Non, ça dépend. Il y a des limites à être plissées, là. Moi, je vivrais jusqu'à 130, mais ça dépend dans quel état. Ouais, quand je regarde l'état de... Ouais, il y a des gens, tu regardes une personne, mettons, qui a 97, puis là, tu dis, OK, imagine, rajoute 30 ans à ça. Non, je suis pas sûr. Pas sûr. Mais on peut pas tout être des Jeannettes. Hein.
Non, on peut pas. On peut pas. On aimerait, mais... Ben oui, mais, tu sais, mais, regarde. tu sais, Ben, il y a des gens qui sont des modèles quand même. On parle de Jeannette, mais mettons plus proche de moi. Moi, je suis assez lié à Yvon Deschamps, qui est mon idole, puis que je le côtoie quand même, entre guillemets, régulièrement. Tu sais, pas souvent, mais régulièrement, parce qu'on se voit chaque année. Puis c'est un monsieur, maintenant, de 85 ans, 86. Il est drette comme une barre, il a le cerveau allumé. Je l'ai vu faire un numéro cette année. On a fait un spectacle virtuel pour la Fondation Yvon Deschamps, pour l'Association sportive et communautaire Centre-Sud. Puis vu que c'est un show virtuel, je pense qu'Yvon avait moins confiance que l'événement allait marcher. Fait qu'il s'est dit, tiens, je vais annoncer un retour sur scène. Il est revenu sur scène faire un numéro. Évidemment, Écoute, ça a créé ben tout oui. un buzz. Tout le monde voulait voir ça. le Puis- retour du pape. le toi. retour, ben oui, le grand-père, le pape de l'humour au Québec. Puis là, on était tous les humoristes sur le show, on était en coulisses sur le côté. Puis on le regardait faire son numéro. Puis on Je se sais disait, pas. mais Colin qui est encore bon. Colin qui est aussi pertinent, aussi éveillé, aussi intelligent. Ça, pour moi, ça, c'est c'est peut-être le plus beau modèle que j'ai devant moi, là. Yvon. Mais je me trompe, mais où ton père a été aussi un modèle pour l'humour, parce que en faisant mes recherches, puis je veux te laisser la dire parce que La joke de mon la père. joke de ton père. Non, mais et c'est là qu'on reconnaît tout l'humour que j'ai reconnu l'humour dans tes numéros d'ouverture de gala. Ouais, Humour un peu caustique, un peu baveux, un peu. Ouais, pour mettre les gens dans le contexte, puis c'est une anecdote réelle, là, tu sais, je l'ai pas inventée. C'est que dans le spectacle que je roule actuellement qui s'appelle Déplaire, actuellement, si vous écoutez le podcast un peu tard, ça se peut que le show soit fini, là. On est vraiment sur les derniers 1000. Mais bref, il y a un numéro où je parle de l'humour, en fait, où je dis que c'est important de rire, même des choses les plus dramatiques. Puis je donne l'exemple de mon père. Je dis une des dernières phrases que mon père a fait de son vivant. C'était une joke. Puis il était sur une civière, il avait fait un AVC, il était à l'hôpital, il s'en allait se faire opérer au cerveau, puis il y a sa mère qui était là, ma grand-mère qui était toute énervée, puis mon père il dit, garde, fais-toi-en pas, ça va bien aller, il en sauve un sur deux, puis l'autre avant moi, il est mort. fait que c'est sûr que... La joke est pas... Ça Hey, mais pour moi, c'est l'ultime liner, là. c'est un liner parfait. C'est le punchline... Tu sais, puis le punchline qui tue. Là, ouais, qui tue? Non, mais. La joke, oui, c'est un killer, comme on C'est un dit. killer, C'est oui, un non, killer. Mais je sais pas, je dirais pas que mon père m'a influencé tant que ça. Mon père est un homme très, très, très cartésien. Moi, cette joke-là, quand c'est ma grand-mère qui me l'a conté, elle l'a pas trouvé drôle. Elle me dit ça comme en voulant dire ça n'a pas de bon sens. Hey, il m'a dit ça. T'sais, il m'a dit, il en sauve un sur deux, puis l'autre avant moi, il est mort, puis elle riait pas, là, tu sais. Mais mon père, c'est un homme très cartésien, c'est un gars de chiffres. Mon père travaillait dans les banques, les caisses populaires. Dans les dernières années de sa vie, il travaillait comme conseiller financier ou comment il fait? En tout cas, il est analyste en crédit commercial et agricole. Tu sais, ce genre Ouais. d'affaires-là. Fait que c'est un homme bien cartésien. C'est un homme qui était bien préoccupé par l'avenir, par le temps, par l'argent, par le fait que hey, mes enfants, mais ils vont-tu réussir à gagner leur vie? Tu sais, mais mon père m'a jamais vu devenir humoriste. Il est mort avant. Moi, c'est un petit peu la mort de mon père aussi qui a fait que je suis allé à l'école de l'humour. C'est l'idée un peu que la vie est courte, puis que là, c'est le temps. Là. Si j'ai envie de le faire, je pense qu'il faut que je le fasse. Puis je l'aurais peut-être pas fait si mon père était resté vivant. Le même coup de pied que tu as là à 50 ans où tu dis, hey, Ouais. attends une minute, là, tu l'as eu une première fois au départ de papa. C'est là. un autre moment, oui, un autre moment charnière de ma vie, la mort de mon père, parce que je pense que j'aurais eu trop peur de le décevoir. Si j'avais décidé de tout laisser tomber pour aller en humour, j'ai l'impression que j'aurais pas été à l'aise de faire ça du vivant de mon père. Je veux dire, une niaiserie, t'avais pas fait des grandes études avant parce qu'on a le même diplôme, t'étais en ATM à J'étais en Jonquière. ATM, mais tu sais, mon Fait que tu père... voulais devenir quoi? Animateur de radio, journaliste, caméraman? Je m'enlignais pas. Dans ma tête, j'allais devenir un animateur de radio. OK. Je pensais que c'est ça que j'allais faire dans la vie. Mais quand j'ai fini ATM, finalement, j'ai plus travaillé comme journaliste. Mais oui, au début, je m'étais dit, je vais faire ça dans la vie. C'était pas des grandes études, mais pour mon père,
j'ai l'impression que, tu sais, j'avais niaisé un peu. Tu sais, j'avais fait une année de sciences humaines avant de me décider d'aller à Jonquière. Là, je suis allé à Jonquière, puis là, j'ai niaisé un peu. J'ai échoué un de mes cours. Tu sais, il a fallu que j'y retourne pour finir un cours supplémentaire. Puis, tu sais, puis mon frère avait niaisé à l'université en philo, puis en sociaux. Puis il y avait, ton père était à bout. Puis mon père était un petit peu à bout, puis j'avais un autre frère qui étudiait pour être comédien. Fait que là, il a fait « Ah, mon Dieu, je vais-tu avoir un enfant qui va avoir une vraie job? » Pourquoi j'ai pas fait une vasectomie en me mariant, moi? Mais tu sais, mon père, ça le préoccupait qu'on réussisse, puis qu'on... Fait que puis mon père, je sais pas, j'aurais peut-être eu la chienne de le décevoir, ou d'y dire « Écoute... tu sais, les parents, ils t'aident financièrement, tu sais. Fait que là, tu dis, ben là, l'argent que t'as mis pour m'aider à étudier à Jonquière, là, l'appartement, puis tout, finalement, ça a servi à rien parce que je vais aller faire des jokes. Oui, t'es un clown. Je vais aller être un clown. Puis c'est comme repartir à zéro dans un domaine où t'as aucune certitude. C'est sûr qu'à la radio, on n'avait pas de certitude tant que ça, mais tu sais, tu peux quand même te trouver une job à quelque part. La radio, c'est une job. C'est une T'as vraie... des vacances, tu peux avoir un fonds de pension. C'est un emploi. T'as une vraie job. C'est une job que tu perds aux 2 ans et demi, 3 ans, là, mais... oui, c'est ça. Un vendredi sans dire adieu à tes auditeurs. Mais puis moi, ça quand reste j'étais à une job. Jonquière, il y a des stations qui ont fermé. Il y a un réseau presque au complet là, de stations qui a fermé pendant l'été où je faisais mon stage après mon cégep à Jonquière. Là, j'étais à Chicoutimi à ce moment-là pour le stage. Mais il y a des stations AM qui fermaient. Fait que là, je le savais là, que les journalistes de ces stations-là, les meilleurs ou les plus vieux allaient être pris dans ma station. Fait que je me disais, j'ai pas d'avenir ici. Puis, fait que pendant l'été où j'ai fait mon stage là-bas, j'ai auditionné pour l'école de l'humour. J'ai été pris. Puis je suis rentré en septembre à l'école de l'humour. Fait que j'ai pas été journaliste bien longtemps. Tu sais, tu disais, mon père était rationnel. J'ai l'impression, quand je regarde ton profil psychométrique, que t'es peut-être pas si loin de ton père que tu penses. Je pense être quelqu'un de rationnel. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce côté-là artistique un peu fou, un peu... c'est un drôle de clash parce qu'effectivement, je pense être quelqu'un de rationnel, mais en même temps, je me trouve un peu tête folle. Je suis brouillon, j'oublie tout. Je vais demander le nom à quelqu'un, puis 2 minutes après, je me rappelle plus de son nom. Demain, je sais pas ce que j'ai dans mon agenda. Je regarde mon agenda tous les jours, plusieurs fois par jour même. Mon assistante qui travaille avec moi m'écrit tous les matins pour me dire ce matin, tu as une entrevue à la radio, à 3h, tu as le podcast avec François. Elle me dit tout ça parce que sinon, ça se peut que je l'oublie. Ça se peut que je l'oublie. Mais ton profil Nova, bon, les gens qui écoutent le balado pour la première fois, ça décrit une personnalité en 4 couleurs. Chaque couleur, c'est de 0 à 100. OK, oui. Puis il n'y a pas de bonne réponse. C'est d'avoir 62 ou 20 ou 13. C'est un fait. C'est pas bon, c'est pas mauvais. Non, c'est juste ça dresse un portrait. Oui, c'est ça. Toi, à la base, t'es un rouge, vert, bleu. Fait un dans bleu. l'ordre? Ben non, dans le désordre. Okay. T'es un bleu en premier, à 79. Bleu aussi fort que ça, là, c'est puissant désir de se conformer aux normes, les règles, les procédures, structuré, rigoureux, perfectionniste. T'es comme un perfectionniste brouillon? Je suis un perfectionniste brouillon. C'est-à-dire que si je travaille sur un numéro d'humour, je vais travailler, mettons, vraiment énormément. Je vais relire, je vais couper, je vais retravailler à la virgule près, je vais l'apprendre par cœur, je vais le dire exactement comme je l'ai écrit. Je vais être vraiment très, très structuré. Mais j'oublie que le soir, il faut que je le fasse à telle place. J'oublie que j'ai un show le soir. Tu sais, c'est vraiment niaiseux de même. Fait que il y a quelque chose de paradoxal dans mon... parce que je sais que je suis quelqu'un de rationnel. J'ai passé des tests d'aptitude, j'ai passé des tests de QI, j'ai passé des tests... Puis, tu sais, je vais... Tu sais, les tests plates là, de QI, là, tu sais, qu'on te met 3 formes bizarres, puis on te demande c'est quoi la forme qui doit aller après. Puis j'ai des excellents résultats dans ces affaires-là. Mais tu sais, si on me montre une photo, puis on me dit après ça, OK, sur la photo, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait combien? Y avait-tu des chats? Puis là, je sais pas. Tu sais, chevreuil. Ouais, c'est ça. J'ai aucune mémoire à court terme. C'est peut-être parce que c'est pas important. C'est particulier. Ben, je sais pas, j'ai envie de penser que c'est pas ça, parce que sinon, ça serait insultant pour les gens autour de moi. Tu sais, quand je retiens pas le nom de quelqu'un, des fois, je me dis, c'est vraiment ma mémoire. J'espère que c'est pas parce que je m'en sac.
Tu sais, des fois, les gens me disent ça, c'est peut-être parce que c'est pas important pour toi. Je dis, ben, dis pas ça. Colin, j'ai envie de penser que les gens sont importants pour moi. Parce que dans tes motivations qui sont fortes, bon, t'as l'humanisme, fait que le don de soi, avoir envie de servir, l'entraide. Oui, quand même. Je suis quelqu'un d'assez pro-solidarité sociale, se sacrifier un peu pour l'autre. Je trouve que c'est normal. Je me trouve tellement privilégié dans la vie que pour moi, c'est comme normal de penser que y a des bouts où moi, je vais payer plus que les autres. Puis c'est normal. Puis ta deuxième motivation, c'est le cognitif. Fait que toi, t'aimes ça apprendre, là, lire, comprendre. Oui, je suis curieux. Je suis un gars curieux. T'es fait tes recherches, toi. Ben, je fais mes recherches. L'expression faire ses recherches, pour moi, a perdu tout son sens. Parce que les gens qui disent fais tes recherches, c'est pas des gens qui font des recherches, c'est des. Tu sais, tu fais juste googler. Les gens mélangent googler et faire des recherches. Ouais, il y a un outil de recherche et faire des recherches. Puis c'est ça, lire le l'outil de résultat, recherche, parce que tu lis les recherches que d'autres personnes ont faites. Toi, t'as pas fait de recherche. Tu lis ce que d'autres personnes ont fait comme recherche. En tout cas, bref. Mais ouais, moi je suis quelqu'un de curieux intellectuellement. J'aime apprendre, j'aime écouter des documentaires, je suis fasciné par les gens passionnés aussi. Quelqu'un qui est passionné de quelque chose, je sais pas pourquoi. Même si c'est un domaine qui, à la base, m'intéresserait pas en tout, je vais y poser des questions. Parce que je veux savoir pourquoi. Ton désir d'apprendre, de comprendre. Ouais, mais je veux savoir pourquoi tu es passionné aussi. Puis les gens qui sont passionnés de quelque chose sont toujours intéressants quand tu leur fais parler, quand tu les fais parler de ce qui les passionne. Ben, ça, c'est typique des gens qui ont beaucoup de verre. Tu as 75 de verre. Le verre, c'est entre autres l'humain. C'est l'esprit d'équipe. C'est pas laisser tomber les autres. Besoin d'harmonie. T'aimes pas le trouble. T'aimes ça quand c'est méthodique. Tu vas préférer probablement faire les choses une après l'autre. Pas par paresse. On va s'y rendre comme du monde. On va le faire, là. Ben, je pense que c'est la meilleure façon d'avancer. C'est ta façon. Ben, la meilleure, là. Oui, c'est la meilleure pour moi. Mais tu vois, ça ramène un peu à ce que je disais. Si je me projette trop loin dans l'avenir, je vais capoter. Fait que j'aime mieux y aller une chose à la fois. Je me rappelle d'avoir eu des journées de promotion. Tu sais, quand tu lances un nouveau spectacle, puis là, dans ta journée, tu as 14 entrevues parce que, mettons, je descends à Québec pour faire la promo. Mm-hmm. Bon, ben, je fais tous les médias de Québec en une journée. Puis là, j'en ai 13. T'as arrêté à Drummond, à Victoriaville en montant? Non, pas nécessairement, mais tu sais, je me tape une journée complète. Ouais. Puis là, je regarde la journée, puis là, j'ai 14 entrevues. La première est à 7h le matin, je fais 3 morning shows. Puis là, je me dis, si je pense à la journée au complet, j'ai l'impression que ça va me jouer dans la tête. Je serais pas un aussi bon invité, je serais pas aussi généreux parce que je vais me dire, oh my God, la journée, elle fait juste commencer. Il m'en reste encore 10 autres à faire, tu sais. Fait que j'aime autant regarder chaque item un à la fois. Je fais une entrevue au FM 93, ben je la fais, puis je sais pas l'autre après. Attends juste une seconde, ça vient d'arrêter, ça. Ben voyons donc. Je te jure. T'es-tu au bout de ta carte? Je sais pas de où est-ce qu'on est au bout. Alors, amis YouTube, on va arrêter. 3, 2, 1. Et ça reroule. Et ça on a eu reroule. un bébé problème technique, mais ça, c'est l'histoire de ma vie, qu'est-ce que tu veux. On Moi, est je m'approche arrivé à au côté bout. d'une machine. On a foulé la carte SD. C'est ça non, la morale de l'histoire. C'est le problème loser de technique, toi. La carte mémoire est pleine. Oui, c'est l'équivalent de dire « Oh, j'ai plus de batterie dans ma caméra. » C'est des petits bugs qui arrivent. C'est très drôle parce que, tu sais, dès que c'est arrivé, tu te dis « Ah, la carte est pleine. » Puis moi, mon premier réflexe, c'était « Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. » C'était drôle ça. Juste avant le problème technique, on était dans tu sais, bon, ma tête s'en allait, fait que je vais aller où ce que je voulais aller. Je te suis. C'est moi qui chauffe. C'est une année charnière, 49 ans, tu veux faire les choses différemment. Tu parlais de faire des entrevues une après l'autre. De ce temps-là, t'en fais des entrevues, mais à cause de ça. Sourire sans montrer les dents, sans quoi ni où ni quand marcher, même si fouetté par le vent, dresser le corps et avancer, et faire comme si, se dire qu'on sera tôt ou tard, on ne sait même pas vraiment où, quand bien même ce serait nulle part, se dire qu'on y sera debout, et faire comme si, et faire comme si, et faire comme si, et faire comme si.
Hey, c'est Ça toi, sonne bien, hein? C'est toi qui chante. Colin. Eh oui, c'est moi qui chante. Qu'est passe ça? Et t'es la personne qui a fait jouer le plus long bout de toutes les entrevues que j'ai faites. Moi, quand j'écoute, comme auditeur, quand j'écoute puis qu'on me fait jouer un extrait, puis que il dure pas un extrait, je suis fâché. Tu sais, Paul Arcand, le moment zen le matin qui dure 15 secondes, me stresse, tabarnak. Il est pas zen pantoute, finalement. C'est le temps que je commence à déstresser, là, puis là, j'ai Saint-Laurent Ford! Non, c'est pas ça, là. Tu sais? Mais en radio, on s'arrête... La radio s'arrête pas. C'est pour ça que le monde écoute des balados. Je pense que c'est pour ça que les gens écoutent de plus en plus de la balado. Hey, c'est bon, ça sonne bien ton affaire. Merci. Je l'aime beaucoup, cette chanson-là. Je trouve que c'est une chanson qui est assez représentative de l'album. C'est-à-dire que le son est très acoustique, très folk. On reconnaît les instruments, c'est guitare, piano, contrebasse. L'album est bâti comme ça. Là. C'est un album très, très organique. Moi, j'aime ce mot-là parce que je trouve que ça correspond vraiment à ce que c'est. Avec des accents country par moment. Puis, quand je dis que c'est représentatif de l'album, la musique est relativement happy, mais le texte est un petit peu plus down. Puis j'aime bien ça. Les textes que j'écris, ou en tout cas dans cet album-là, les textes que j'ai écrits étaient tous, pour la plupart, disons... plus mélancolique. Puis tu sors ça en septembre pour ton 50? C'est ton cadeau de fête? Oui. Question d'être down le soir de ma fête. Pourquoi Non, je fais une blague parce que c'est un album. Au début, le titre de travail, j'avais appelé ça « Chanson déprimante ». Parce que j'ai tendance à... mes chansons humoristiques, j'appelle ça mes chansons niaiseuses. Puis quand là je me suis mis à faire des chansons plus sérieuses, il était pas juste plus sérieuses. C'était beaucoup des chansons... sur le mal de vivre, sur l'amour qui marche pas, puis sur la vie qui est dure, puis la mort qui est imminente, puis c'est un peu... Party! Ouais, c'est ça, party! Fait que le titre de travail, c'était « Chanson déprimante ». Mais je me dis, j'appellerai pas l'album de même. Là, les gens vont penser que c'est des jokes. Fait que les gens vont penser que c'est un album d'humour. Je t'appelle pas ton album chanson déprimante. D'ailleurs, c'est le défi quand t'es humoriste. Si t'essaies d'être sérieux, tout le monde te regarde en disant... Ouais, les gens attendent la blague. Les gens attendent la blague, mais dans cet album-là, il y en a pas. Il y a des tournures de phrases. C'est sûr que on reconnaît peut-être un peu mon écriture. J'aime bien penser que j'ai des petites trouvailles pas linguistiques, mais il y a des tournures de phrases dont je suis bien fier dans cet album-là, qui peuvent peut-être rappeler l'humoriste, mais c'est pas un album de chansons niaiseuses. C'est pas des chansons humoristiques, mais il y a des belles petites trouvailles dont je suis assez fier. Première écoute, j'ai fait « Hein? Moi, être animateur de radio musicale encore, là, je t'appellerais le Un frère. » Ben, il y a le côté acoustique, oui, effectivement. Je trouve que ça sonne le Un frère. Ben, tu vois, quelqu'un récemment me parlait des Cowboys fringants. Ouais, c'est des influences que je ne renierai pas. Il y a un peu de plume la traverse aussi dans mon écriture. Il y a des influences que tu ne peux pas renier parce que ton deuxième album sonne quand même pas si loin de ton premier. Oh. Crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Mais écoute au niveau musical. Tu ne me parles plus depuis un mois. Ouais, c'est vrai. Depuis que t'as trouvé chez moi un soutien-gorge, des bas de soie. Mais je te jure qu'ils sont à moi. Tu aurais dû me dire que tu étais un homme. C'est le genre d'information que d'habitude on donne. C'est pas pour critiquer, mais j'aurais apprécié que tu me le partages avant notre mariage. Ton grand frère a les Et ton gros hit. Ah ouais, là, mon grand succès. Que si je l'avais pas mis sur l'album, on me l'aurait reproché. Qu'il cherche pour sa vie un sens. Mais ton grand frère est un drogué. Ouais. Tu sais, quand même. Ouais, ben l'album que j'avais fait, ça avait beau être des chansons niaiseuses. J'ai vraiment voulu que ça sonne comme un album pro. Je voulais pas que ça sonne broche à foin. Si on n'écoutait pas, on pensait que c'était sérieux. Ouais.
Puis les chansons, là, les extraits qu'on a entendus, là, qui étaient un peu plus acoustiques, c'est drôle, c'était des chansons très, très courtes. C'est-à-dire que j'avais je sais pas, mais peut-être qu'une douzaine de chansons avec des durées normales, 2, 3, 4 minutes. Et je voulais rajouter des chansons plus courtes, qui étaient un gag, dans le fond. Et puis c'est des tunes qui durent 30 secondes, 20, 40 secondes, gros max. Puis je les ai faites vite en studio. Je me suis installé avec ma guitare, j'ai fait la guitare et la voix, et Éric Desranleau, qui est mon arrangeur puis ami de longue date, a rajouté de la guitare par-dessus ça, il a rajouté de la basse, il a rajouté des percussions, il a rajouté des voix, puis ça a donné ce qu'on a entendu là, puis j'ai fait, j'aime tellement ce son-là. C'est hyper radio. Que si je fais un album un jour de chansons sérieuses, j'aimerais que ça sonne un peu plus comme ça. Mm-hmm. Parce que les autres chansons étaient un peu plus formaté radio. Il y avait des instruments un peu plus, qu'on peut dire, entre guillemets, commercial, mettons. Ouais. Mais j'ai dit, non, le prochain album, ça va être plus proche, très organique. Un peu de batterie, mais pas tant que ça. La basse, c'est même pas de la bass, là, c'est de la contrebasse. Mon album, il y a du banjo là-dedans, il y a de la mandoline, du violon. On est puriste de la corde. Ouais, ben j'aime ça, tu sais, mais moi, c'est ça que j'écoute beaucoup. J'écoute de tout, là, mais je veux dire, j'ai l'impression que c'est le style qui me ressemble le plus. Mais si moi, je dois faire de la musique, il me semble que c'est ce son-là qu'il faut que ça aille. C'est ce son-là qui me ressemble, je pense. Fait que tu lances un album de chansons sérieuses, mais quand même, quand tu remplis le petit formulaire, tu as la possibilité, en remplissant ton Nova, de changer le titre. Volontairement, je fais exprès, je marque « invité ». Puis je vois qui change. Il y a du monde qui laisse ça de même. Puis il y a des gens qui changent puis qui vont mettre un mot. Mais toi, t'as mis humoriste. Ouais. Fait que t'es foncièrement un humoriste qui fait aussi un album sérieux. Je pense que à la base, je suis un humoriste et que j'ai juste la chance d'avoir l'occasion de faire autre chose de temps en temps. Puis d'avoir les moyens aussi un peu de le faire. Tu sais, c'est sûr que se lancer dans un album, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je l'ai financé moi-même, cet album-là, parce que j'avais pas en tête qu'une compagnie de disques voudrait investir beaucoup dans un album de chansons sérieuses de Laurent Paquin. Fait que, oui, mais à la base, je me considère comme un humoriste. Mais j'ai moins le syndrome de l'imposteur qu'avant. Avant, là, mettons, comme comédien, là, j'avais l'impression que j'étais pas à ma place puis qu'un jour quelqu'un allait me démasquer. Tu sais comme si quelqu'un allait se rendre compte un jour, hey, c'est pas un vrai comédien. Oui. Comme si comme une fin d'émission de Scooby-Doo là, tu sais, là il m'aurait enlevé mon masque puis on aurait découvert que j'étais un humoriste déguisé en comédien. Mais j'ai beaucoup moins ça maintenant. J'ai le feeling, je sais pas si c'est l'âge, c'est-tu la sagesse ou l'expérience, mais j'ai le feeling d'avoir suffisamment bien réussi certaines choses. Tu sais, pour avoir joué des rôles puis dans lesquels je pense avoir été assez bon, pour lesquels j'ai reçu des compliments de gens dont l'opinion m'importe. Tu sais, OK, je pense que je peux dire sans bémol, je suis un comédien. Je suis un acteur. Avant, j'aurais fait, je suis un acteur, mais je suis pas vraiment un acteur. Là, je suis pas ou j'aurais dit, je suis pas un vrai acteur. Là, j'aurais fait des guillemets avec acteur, là, mais maintenant, j'ai plus de guillemets. Là. Je me considère acteur. T'es un acteur, puis t'es un chanteur. T'as tout bien fait de Chicago, calvaire. Oui. Non, c'est pas rien. J'ai fait Chicago. J'ai fait Demain matin, Montréal matin. Avec Dicker et Cavana. Oui, quand même. À côté ça, au niveau vocal sur une scène, c'est parce que tu dois avoir 2-3 talents quelque part. Je suis capable de pousser la note. Puis comme l'exemple le plus probable de ça, c'est quand j'ai fait La Duchesse de Langeais dans Demain matin, Montréal matin. T'étais belle. J'étais pas mal belle. T'étais belle. Puis c'était une toune qui était pas facile. C'était dans le spectacle la toune la plus compliquée musicalement, c'est-à-dire... C'était un aria comme une chanson classique. C'était bâti comme une pièce de musique classique. Et puis, il a fallu que je la répète beaucoup. Moi, je me considère comme un gars qui va arriver à bien chanter en répétant la toune. En travaillant avec le chef d'orchestre qui m'expliquait comment prendre mon souffle à certains endroits, puis en répétant la toune, puis il me disait attention à telle note, là, tu fausses un petit peu, là, t'es un quart de ton trop haut, puis là, il m'expliquait pourquoi j'étais pas correct, puis quand je suis arrivé sur la scène du TNM, j'ai chanté cette chanson-là, puis les gens ont fait, mon Dieu, mais il chante pour vrai, lui, là tu sais. Mais quand j'ai enregistré mon album, j'avais de la difficulté, parce que j'avais pas un chef d'orchestre, un coach vocal, un prof. C'était toi et ton instinct. C'était moi puis mon instinct. Puis on dirait que quand tu arrives en studio puis que
T'as comme oublié comment respirer. Tu sais, c'est comme un comédien, mettons, qui a jamais joué, puis quand il est devant la caméra, il oublie comment on fait pour marcher. Comment on fait pour manger des céréales déjà devant une caméra? On se rappelle plus, on parle, puis on n'est plus capable de faire le geste. Tu sais, fait que j'ai l'impression de me retrouver en studio et d'avoir un peu désappris à chanter. Fait que il a fallu, on a repris. Il y a des chansons qu'on a refaites une couple de fois. C'est vrai, parce que je sais pas qui a dit ça à ce micro-ci, mais dans ses premières scènes de jeu, la chose la plus difficile à faire quand tu joues, quand tu commences, c'est de boire de l'eau. Prendre un verre, prendre une gorgée d'eau, tu fais, voyons, calvaire, je suis même pas capable de boire de l'eau. Je suis même pas crédible en buvant de l'eau. Ben, c'est que c'est des gestes qu'on n'analyse jamais. On se demande pas comment je fais pour boire de l'eau. On prend le verre puis on boit. Mais ça, c'est action. Là, le jour où tu es conscient que, en plus, c'est placé à un endroit, tu sais. Ouais. On va dire, là, tu dis ta ligne, pendant que l'autre répond. Tu prends ta gorgée d'eau puis tu le regardes dans les yeux. Puis là, puis là, tu déposes ton verre après, mais fais pas de bruit quand tu déposes ton verre parce que le micro est quand même assez sensible, fait qu'on veut pas entendre un gros clac, là, c'est. Fait que là, tu deviens trop conscient, surconscient de tout ce que tu fais. Moi, c'est des fois, la télévision, dans mes premières années, surtout, histoire de filles, mettons, à un moment donné, j'avais conscience que là, je cligne beaucoup des yeux. Il faut que j'arrête de cligner des yeux. Tu sais, des fois, je développe des tics un peu. Là, je fasse attention. Là, je suis trop écrasé sur ma chaise, là, t'as un peu. Là, tu deviens tellement trop conscient de ton corps puis de quoi t'as l'air que t'oublies comment on joue. Puis, c'est déstabilisant. Tu parlais le 2 minutes de... Hey, j'ai complètement perdu... c'est rare que ça m'arrive. Je suis plus là. C'est que j'avais... C'est l'alcool. Non, c'est pas tant ça. On a à peine fini notre verre. Même pas pris un verre. Ça m'enrage quand ça m'arrive parce que ça, c'est quand j'ai 3 idées qui arrivent en même temps. Puis on dirait que les 3 décident de se parler. Puis ils me parlent pas. Puis je le sens tout le temps venir. 30 secondes avant, je disais, je rentre dans le mur, ça s'en vient, je vais le pogner, je l'ai pogné. Voilà. Talon haut. Oui. C'est là que le cerveau s'en allait. C'est là que le cerveau s'en allait. Comment t'aimes ça, être gainé, talons hauts, maquillé? J'étais pas gainé. OK. On assumait ma corpulence. On s'est dit, on y mettra pas une gaine, la duchesse, faut qu'elle soit ronde. Les talons hauts, pour vrai, je trouvais ça le fun. C'est que une fois que j'étais en talons hauts, j'étais en personnage. T'étais plus toi. Non, parce que tout change avec les talons hauts. La posture change, mais la démarche change. La voix. Puis instantanément, là, quand j'avais les talons hauts, j'étais plus Laurent Paquin, j'étais dans mon personnage. Puis quand je marchais, à un moment donné, je me rendais compte que même quand j'étais en dehors de la scène, là, qu'on n'était plus en train de répéter, on n'était pas en train de jouer, j'avais quand même l'attitude de la duchesse avec les mains dans les airs, puis je marchais comme ça, là, comme une petite madame qui fait attention où elle marche, tu sais. Je restais dans le personnage, mais tu peux pas marcher normalement de toute façon avec des talons hauts. Je pouvais pas reprendre ma démarche de Laurent de tous les jours avec des talons hauts. C'est impossible. T'as l'air d'un gros bûcheron qui marche avec des échasses, puis ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis il prend goût parce qu'on t'a vu récemment encore, là. Oui, c'est la soirée bénéfice de l'Espace Go. Absolument. Oui. T'étais rebelle. Rebelle, oui, dans le sens de belle à nouveau, oui. Ah, oui. Ben c'est Serge Denoncourt qui m'a demandé de participer à la soirée, puis au début, on savait pas trop ce que j'allais faire. Il y avait des différentes idées. Je dis, moi, j'ai pas vraiment d'idées. Si vous en avez, gênez-vous pas. Moi, je suis willing. Ben willing. Puis là, Serge, il m'est revenu plus tard en me disant, on ferait une parodie de RuPaul Drag Race. Sauf là, ça s'appelait RuPauvre Drag Race. Fait que là, il y avait entre autres moi, il y avait Éric Bruno, Patrick Yvon, Lince Dentiste. On était 4 comédiens qui avaient été transformés en drag queen par des vrais drag queens qui nous maquillaient, puis on avait le costume fourni, puis tout le kit. Fait que si on besoin d'un remplaçant chez Mado, là, t'es correct, là? Ben, pour vrai, j'ai aimé ça, faire ça, moi. J'aime ça, faire ça. Ça me sort de mon quotidien, ça me sort de ma zone de confort, puis ça me fait rire, de faire rire les gens, puis qu'on me dise, Caroline, c'est pas juste drôle, t'es comme belle, tu sais, comme c'est le fun, tu sais, il y a comme un personnage qui embarque instantanément, puis je pense que c'est un beau personnage que j'ai quand je suis en drag queen. J'ai l'impression que on me dirait, veux-tu refaire ça? Je dirais, ben oui, dis-moi quand, puis dis-moi l'occasion, puis let's go.
Parce que toi, t'as fait de l'impro bien en masse dans ta vie, là. J'ai fait de l'impro, Fait que oui, c'est- tellement. Fait que c'est comme une impro, mais au lieu qu'on imagine le costume, Il est là. il est là. C'est ça, exactement. Puis l'impro, dans l'impro, les gens qui voient pas, parce qu'évidemment, tout le monde sait que j'ai fait de l'impro, mais tout le monde n'a pas nécessairement vu tout ce qu'on a fait. Mais non, parce que c'est plus à Télé-Québec à cette heure, là, le C'est dimanche. ça. Là. Puis même quand c'était à Télé-Québec, on était plus en mode de sketch, c'était plus comique. Mais la LNI, on fait des impros. Moi, j'ai fait des impros de 12 minutes, dramatiques. On fait vraiment de tout. C'est ça c'est ça qui me fait tant aimer l'impro et qui fait que je m'en ennuie beaucoup. C'est parce que là, ça fait 2 ans, là, puis en plus avec la pandémie, puis la tournée aussi, ça aurait été impossible, mais je m'ennuie de ça. L'impro, c'est tellement de possibilités, c'est tellement d'écriture, c'est de la beauté, c'est de jouer tous les personnages qu'on te fait pas jouer dans la vie. Tu sais, moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, mettons, au secondaire, puis je voyais la télé, je voyais Germain Hood, mettons. Puis j'avais remarqué qu'il faisait souvent des personnages d'enfants. Des enfants naïfs et cute. Puis c'était l'époque où, dans la vie, on lui demandait juste de jouer des écœurants. Il jouait des violeurs, il jouait des méchants, il jouait des pas fiables. Puis là, j'avais fait comme le lien. Je dis, ce gars-là, on doit le caster juste dans des rôles de trous de cul. Ouais. Puis là, il se dit, hey, moi, je vais me Eleni, caster. j'ai le goût de jouer d'autres choses. Ah ouais? Fait que, tu sais, moi, mettons, je sais, moi, qu'on va penser à moi si on cherche un rondouillet sympathique un peu épais. Puis c'est correct, c'est mon casting, puis je l'assume. J'aime ça, jouer le rondouillet sympathique un peu épais. Mais, à la Eleni, je peux jouer un vieux monsieur, mais je peux jouer un vieux Chris, là. Un monsieur méchant, je peux jouer quelqu'un... Un successful, homme d'affaires. Je peux jouer un déficient, je peux jouer un homme d'affaires, un gars cultivé, je peux jouer un artiste, je peux jouer un ouvrier, je peux jouer un drogué, je peux jouer une personne gay, un agresseur sexuel. Tu sais, tu peux jouer tout à la LNI, en impro en général, dans une ligue d'impro. Puis ça doit être un exitoire extraordinaire. Je suis persuadé que plein d'acteurs qui adorent l'impro. C'est entre autres pour ça. On te fait jouer d'autres choses que ce qu'on te fait jouer tout le temps. Les gens n'ont pas tout le temps beaucoup d'imagination. Là, quand je dis les gens, je parle les producteurs, les diffuseurs, les metteurs en scène. Ils pensent pas à toi tout le temps pour jouer quelque chose. J'ai l'impression qu'on se met aussi soi-même dans des formes de petits Tupperware ou Canva ou Prison. On t'a dit récemment, j'ai arrêté d'écrire pour plaire au monde. Là. Ouais. Ça veut dire que t'as écrit pour plaire pendant un bout? J'ai écrit beaucoup. Donc, t'as été pas ton ennemi, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Je pense que j'étais plus animé par la peur de déplaire. Je cherchais pas tant que... J'étais pas conscient tant que ça que je voulais plaire, mais je pensais à tout ce qu'il fallait pas faire si je voulais pas déplaire. Je m'empêchais d'aborder certains sujets. Je m'empêchais de prendre certaines décisions. Parce que j'avais peur que ça dérange quelqu'un. Puis c'est ça, c'est à un moment donné, je me suis tanné quand j'ai commencé à écrire mon dernier spectacle, un peu avant, en fait, ça avait commencé dans les années avant mon dernier spectacle. J'avais commencé à me dire, il y a toujours quelqu'un qui est pas content, de toute façon. Tu sais, avec les médias sociaux, tu le vois, même quand tu penses que tu fais le plus beau geste de la Terre, parce que tu t'impliques dans une cause, puis là, toi, tu penses que t'es correct, puis là, tu lis des commentaires, puis il y a quelqu'un qui te blaste sur ça en disant que tu fais ça pour te faire de la popularité ou de la publicité sur le dos d'une bonne cause. Puis là, tu fais « Oh my God! » Tu vois, fait que je pense que je fais une bonne cause, mais lui, dans sa tête, je me prostitue ou ben non, j'utilise la cause pour mon propre bénéfice. Fait que là, tu fais « Ah! » Fait qu'il y a jamais de moment où tout le monde va être heureux. Fait que pourquoi on se fait chier à essayer de faire plaisir à tout le monde quand tu le sais que, anyway, il y aura toujours du monde pas content? Tu sais, tu vas tout faire pour être fin, il y a quelqu'un qui t'aimera pas parce que t'es trop fin. Pourtant... Tu sais, ça cache quelque chose. Le monde fin, ça cache quelque chose, tu sais. Tu sais, pourtant, moi, je trouve que t'es le meilleur au Québec pour faire des numéros d'ouverture de gala. Si je sais qu'il y a un gala... Pour moi, Paquin, là, s'il y avait une affaire, là, c'est tes numéros d'ouverture. Qui sont... Je sais pas combien de temps tu prends pour les travailler, mais c'est écrit... qu'il y a des mois de travail là-dedans ou presque. Là. Oui, c'est du travail, oui, c'est sûr. Et j'ai l'impression que là, t'as jamais eu peur de graffiner dans ces numéros-là parce que dans ta signature... je m'en permettais plus. Oui. Ben, j'ai toujours eu l'impression qu'à Juste pour rire, quand j'anime un gala, on dirait que j'avais l'impression que j'avais un peu plus le droit
d'aborder des thèmes comme la politique ou de critiquer ou de graffiner un peu plus, c'est là que j'ai commencé à m'en permettre un peu plus. Puis là, j'ai décidé que j'avais envie de m'en permettre aussi dans mes shows. On dirait que quand j'écrivais un show, c'était pas pareil qu'un gala. Tu veux pas heurter ton public? Ouais, ben tu dis, mon one-man show, je vais voir tout le monde un peu partout au Québec. Le gala, c'est un soir, c'est devant un public qui est là pour voir toutes sortes d'humours différents. C'est des gens qui ont l'habitude de voir Yvon Deschamps, Mario Jean, Lise Dion, François Morancy. Ils ont vu, tu sais, un public d'experts en humour. J'allais dire, c'est des spectateurs professionnels d'humour. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que en tournée, c'est les gens qui m'aiment, qui viennent me voir, mais c'est pas tous des gens experts en humour. Ouais, c'est pas une belle Puis- soirée, ils vont au restaurant avant, ils vont te voir, ils se mettent cute, c'est le fun. Puis je sais pas pourquoi, j'avais peur de faire de la controverse en tournée, et on dirait qu'à Juste pour rire, ça me dérangeait moins. Puis je suis convaincu Je sais pas que... pourquoi exactement. Je suis mais- convaincu que si dans ton show, là, tu te mets à faire ça, plein de gens vont te voir après, faire « Ah, je suis content, j'aime ça. » Oui, ben étonnamment. Moi, tu vois, moi parce que moi, je vois le temps qui passe. Moi, je vois les années passer, puis moi, je vois les humoristes sans nommer personne. J'ai pas d'exemple en tête non plus, mais le danger d'un humoriste, c'est de finir par se répéter puis de refaire un peu le même show tout le temps. Ouais. Puis moi, je voulais pas arriver à ça, tu sais. Puis là, je m'étais dit, il faut que mon prochain show soit différent, parce que là, les gens vont avoir fait le tour de Laurent Paquin, puis de le Laurent sympathique qu'on aime, mais qui se mouille pas trop, puis qui graffine juste un petit peu, juste assez, mais pas trop, puis qui parle bien, puis qui sac pas trop, puis qu'il est pas vulgaire, puis je me disais, ben, le petit Laurent Propret, j'étais un peu écœuré de ce Laurent Propret-là Ouais. aussi. Parce que des fois, je recevais des messages, puis là, je chicane pas la dame qui m'a écrit, mettons, mais qui me dit je vous y vais à la télé, j'ai trouvé que vous avez sacré beaucoup. Moi, je vous aimais parce que vous étiez pas vulgaire. Puis là, dans ma tête, ça a fait je comprends, madame. Décevoir les gens, c'est un risque de mon métier, puis je pense que faut que j'apprenne à vivre avec ça. Parce que j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais parce que la madame était fine, là, c'était pas, elle m'écrivait pas pour m'insulter, tu comprends? Mais dans ma tête, ça a fait, madame, je pense que vous m'aimez peut-être pas pour les bonnes raisons. Ah non. J'étais tanné que des gens me disent, je vous aime parce que vous êtes pas comme ça. Ouais, je t'aime parce que t'es pas toi. Ouais, ou parce que j'aimerais ça que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que je suis pas. Je vous aime parce que vous sacrez pas trop. Vous sacrez pas. Des gens m'ont dit, vous sacrez pas. Puis là, j'ai fait, vous m'aimez parce que je sacre pas. Ben, vous devez pas m'aimer tant que ça. Parce que vous m'avez jamais vu en show. Parce que je sacre. En échappe. Ah ouais. Je sacre en Ah show, oui. moi. Je sacre pas tant que ça. Tu sais, je suis pas celui qui sacre le plus, mais si tu me dis que je fais pas de joke de cul puis que je sacre jamais, c'est pas vrai que tu m'aimes tant que ça. T'as juste vu mes pubs à la TV, là. Ouais. Ça me tentait plus d'être un humoriste qui dérange pas trop. Je voulais pas être l'humoriste qu'on aime, mais parce qu'il nous dérange pas. Ah ouais? Je préférais perdre un peu de public puis d'assumer de déranger un petit peu. Puis c'est ironique parce que finalement, j'ai jamais eu un show qui a été aussi bien reçu que mon dernier show. Probablement parce que je me suis permis d'être moi-même. Ben oui, pleinement. Tu sais, ça sonne comme un gros cliché, mais tu sais, sois toi-même. Tu sais, T'es le meilleur quasiment- Laurent Paquin du monde, mais si t'essayes d'être le voisin, t'es de la merde. C'est ça, mais t'as l'impression que c'est comme une phrase quétaine, il faut être Non. soi-même. Non, c'est ça, ça a été payant dans mon cas, puis ça m'a permis ça m'a permis de faire en sorte que les gens se sont dit, il est encore bon là, après 4 one-man show. Il est bon, le monsieur? Ouais. Ah ouais. Mais les critiques, c'était tout. Bon, c'est son meilleur show. Mon Dieu, on l'a jamais vu de même. Il y a une critique qui a dit, elle dit, je me suis rappelé de la critique que j'avais faite de son dernier show d'avant, puis j'avais dit, on l'aime, Laurent, il est sympathique, il est bien fin. Mais elle dit, là, c'est carrément hilarant. C'est vraiment autre chose. Fait que là, j'ai fait, OK, yes. OK. T'as du bon pain à se faire sur une sandwich avec des épices. C'est ça, puis il faut assumer de déranger, mais ça c'est mon problème à moi, la peur de déranger quelqu'un, de déplaire, puis que si quelqu'un m'écrit qui a été triste parce que j'ai fait une blague, ça me bouleversait beaucoup avant, puis aujourd'hui, je me dis, vous avez le droit d'être fâché, ou vous avez le droit d'être offusqué, moi, je suis en paix avec ce que j'ai dit. Je suis en paix avec mon gag. Ouais. Je fais pas exprès pour faire du mal à du monde. Tu sais, je me considère une bonne personne. J'ai l'impression que mon humour est pas bâti sur le dos des autres non plus. Fait que tu sais, si t'as été offusqué par un gag, ça t'appartient. Absolument. C'est ton émotion. Clairement. Deal avec.
Moi, je deal avec les miennes, je n'ai pas à dealer avec les tiennes. Tu comprends? Oh non, t'as tes bébites qui l'autre vivent avec ses bébites. C'est ça, c'est sûr. Il y a des gens qui arrivent avec un bon point, ben là, c'est différent. Tu sais, si quelqu'un me dit, fais attention quand tu dis ça, on pourrait croire que. Puis là, je fais, t'amènes un point. OK, ça va. Mais, tu sais, quelqu'un, ça se dit pas, vous avez insulté telle catégorie de personnes. Puis là, je fais, non. Non, c'est parce que si vous êtes insulté, vous avez peut-être un peu manqué d'humour, là. On approche d'une heure, je veux rentabiliser les recherches que j'ai faites, fait qu'on va liquider. Je parle beaucoup, hein? Non, mais moi avec, regarde, c'est l'affaire. Je réponds longuement, moi. Puis j'essaie de le garder dans 1 heure quelques, le balado, fait qu'on va raccourcir. Moi, je me dis du podcast, c'est 3 heures minimum. Je suis pas capable. Désolé. Là. Puis d'ailleurs, on fait une version de 30 minutes pour le monde qui n'a pas le temps. Non, je comprends très bien. Comment tu t'es ramassé à adopter ta fille en Russie? Parce qu'il me semble que c'est pas une destination d'adoption. Non, spontanément, c'est vrai que c'est pas courant. Je connais pas d'autres. Ben oui, j'en connais maintenant par la force des choses, vu que on rencontre d'autres parents, mais à la base, je connaissais personne, moi, qui avait adopté en Russie. J'avais entendu parler de la Chine, du Vietnam, mais jamais de la Russie. C'est spécial. C'est un accident, pas un accident dans le sens négatif du terme. C'est comme un hasard. Un hasard. Parce qu'au départ, nous, on voulait adopter. On voulait un enfant. On avait de la difficulté à avoir des enfants naturellement. On avait réussi à avoir mon fils, mais ça avait pris des années. Puis après mon fils, ça s'enlignait pour être encore compliqué. Puis là, ma blonde était fatiguée, puis elle était bien tannée. Puis j'ai dit, garde, on va arrêter. On va adopter. On s'était mariés à l'origine avant d'avoir mon fils. Ce qui est arrivé, c'est que ma blonde est tombée enceinte, genre la semaine avant qu'on se marie. Beaucoup de couples disent, OK, là, on adopte. Ouais. Paf, tombe enceinte. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça qui nous est arrivé, nous autres. Puis là, on s'enlignait pour adopter, puis ça s'enlignait pour être compliqué. Puis là, au départ, on adoptait au Vietnam, nous autres. Puis le Vietnam a décidé de changer sa façon de procéder. Ils ont fermé leurs portes complètement à l'adoption pendant 1 an, 2 ans. Puis pendant tout ce temps-là, on attendait. Puis ça a pris du temps avant qu'on ait notre fille aussi, tu sais. Puis finalement, c'est l'agence d'adoption qui nous a dit, il y a quelqu'un qui allait adopter en Russie et qui se retire, ils se sont séparés. Le couple s'est séparé et donc il y a un dossier qui est vide. Là. Il dit, puis c'est pas de la façon que ça marche. On peut pas juste donner ce dossier-là au suivant. Ça marche pas de même. Il dit là, on se retrouve avec un dossier vide. Si vous le prenez pas, on va le donner à quelqu'un d'autre, mais c'est un dossier perdu sinon. Fait que j'ai fait, OK, on est allé dîner. Ma blonde puis moi, je dis, on va y penser. On peut-tu vous revenir après-midi? Oui, revenez-nous après-midi. Fait que là, on est allé manger. On est allé dîner chez Frites alors. Puis on en parlait. Puis c'est la toune, ma blonde, elle, c'est le moment crucial. Elle dit, pendant qu'on était là, il y a la toune Indochine, qui joue, le groupe Indochine qui jouait. Puis c'était la toune Les Tsars. Oui. Moi, je connais pas Indochine, tu sais. Puis elle a fait Les Tsars. C'est un signe. C'est un signe. Russe, Gargo. S'il faut, on dit oui. On y va. On dit oui, on va adopter en Russie. Puis moi, dans ma tête, c'était déjà réglé avant même qu'on dîne, mais tu sais, je m'étais dit, c'est quand même une grosse décision, fait qu'on va quand même en parler, Mais les deux, je pense que ça n'a pas été bien compliqué. On a dit oui. Ça s'enlignait pour être quand même assez long. Adopter, c'est long. Peu importe où dans le monde, c'est long. Mais ça s'est fait tout simplement, comme ça. Jusqu'à quel point c'est une légende urbaine qu'il y a un critique qui a été voir ton show, qui était sous, qui sentait le fond de tonne, puis que le lendemain, il t'a planté en disant que ton show, c'était de la merde? Ouais, c'est vrai. Ah oui, adore! Oui, non, c'est... ma sœur était assise à côté. Et ma nièce qui était à côté de ma sœur dit à ma sœur, « Maman, le monsieur, il pue. » Puis l'alcool. Ouais, elle savait pas que c'était de l'alcool, évidemment, mais ma sœur le savait. Puis j'ai su par un autre journaliste qui l'a vu dormir pendant le show. et écrit, imprimé, ça disait ton show c'est de la merde. Ouais, il y avait à peu près rien de bon dans ce show-là. Mais tu sais, sur le coup, c'est bien fâchant parce que quand t'es jeune en plus, tu comptes beaucoup là-dessus, tu sais. Ouais, le lendemain, t'espères que les critiques, surtout quand t'as l'impression que le show a vraiment bien été. Et à une certaine époque, les critiques pouvaient tuer un show. Ouais, moins maintenant, c'est les réseaux sociaux. Oui. C'est beaucoup moins comme ça maintenant. Puis le show d'avant aussi, j'avais eu une critique épouvantable à Québec. Puis le lendemain, on avait vendu plein de billets. Tu sais, ça n'a pas toujours autant d'impact qu'on pense. Mais tu sais,
En fait, ce qui est le plus difficile avec la critique, c'est pas tant que quelqu'un a dit qu'il a pas aimé ça, c'est quand la personne, t'as l'impression qu'elle est de mauvaise foi. C'est quand toi, tu le sais que le show a bien été. Ouais. Mais c'est pas parce Sur que le le dormi. c'est pas- mais C'est pas être plus de mauvaise foi, là. c'est pas parce que le show a bien été que toi, tu dois avoir aimé le show puis que tu dois me faire une belle critique. Ça se peut que t'aies pas aimé. Mais il faut pas que dans ta critique, tu donnes l'impression que le monde s'emmerdait. Puis c'est ça qui m'avait le plus blessé. C'est que les gens qui avaient pas vu le show et qui avaient lu la critique avaient l'impression que je me pétais la gueule. Alors que le show... C'était là que tu t'es pété à la face avant d'aller voir le show. Ben, Ah, pareil. c'est pas la même affaire, là. C'était Pas ça. tout. Fait que c'est sûr que... Mais j'étais bien fâché. Je comprends. Puis t'as comme l'impression que... Je l'ai dit plusieurs années après, cette anecdote-là. Parce que sur le coup, de dire à un critique que sa critique a pas de bon sens, puis là, t'expliques la raison, ça... Bon, t'attends qu'il prend sa retraite, comme ça, dans le bar. C'est mal vu. Parce que t'as l'air, d'abord, de pas prendre la critique, et à ce moment-là, tous les critiques vont se mettre sur ton dos, parce que là, tu sais, Oui, la t'as osé, la confrérie, confrérie, t'as osé critiquer la critique. Absolument. Moi, je pense très sincèrement qu'il n'y a pas grand monde qui prend moins bien la critique qu'un critique. Fait que là, moi, on m'avait dit, tu réponds jamais à un critique, là. Fait que j'ai pas répondu, tu sais. Mais bon. plusieurs années après, quand on m'en a parlé, j'ai fait, ben oui. Ouais. Le gars est venu voir le show, il était sous, il sentait le fond de tonne, puis il a dormi. Calvaire. T'sais, Le pire, c'est drôle, parce que je sais que tu sais c'est qui. non! Tu le sais Je pas, le mais sais t'as pas. sûrement un nom en Ben, tête. On le oui. nommera pas, là, mais... Le... Tu sors un album sérieux, tu fais des dessins, tu fais de l'aquarelle. Ouais. Il y a vraiment, un Laurent qui est à 1000 km de l'humoriste, là. Oui. Mais tu sais, dans la vie, c'est ça l'affaire. On est tous multifacettes. Ouais. La vie ou le métier ou le monde ou je sais pas quoi nous met dans des petites cases, puis on se dit, OK, moi, je suis ça. Moi, je suis un humoriste. Mais à un moment donné, tu fais, ben moi, chez nous, pourquoi je m'empêcherais de faire de la peinture pour mon propre plaisir, tu sais? Je me prends pas pour Tex Lecor, je me prends pas pour Marc-Aurèle Fortin, tu sais. Je fais mes petits C'est beau ce que tu dessins. fais. Ben merci. J'en vois passer, Ben oui. sur Face de Bout, puis, je suis assez content. J'ai trouvé un style qui est le mien aussi. Ça se tu vend sais. ça quelque part? On peut s'acheter Non, ça? pas encore. Je m'étais dit un jour, je vais peut-être les. Mon Ça, objectif. c'est une galerie quelque part? Mon objectif, c'était de les accumuler, puis un jour faire un petit événement avec ça, un vernissage. Je sais pas à quelle occasion je ferais ça, peut-être à la première de mon prochain show. Tu sais, je dis n'importe quoi. Ramasser de l'argent pour ta gang de clowns à Chicoutimi, là? Ça pourrait être ça, effectivement, pour un organisme à but non lucratif ou pour une œuvre caritative. Je ne sais pas encore. Mais on dirait que j'en ai tellement pas beaucoup de tableaux que j'ai pas envie de m'en défaire. Regarde, c'est à moi. J'aime ça. C'est ça, c'est à moi. Ma blonde les trouve beaux. Bon. Mais il y en a un ou deux sûrement que je vais garder pour moi. Mais éventuellement, oui, je vais sûrement en vendre. J'en avais donné à quelques occasions justement pour des enchères puis pour des œuvres caritatives. Mais un jour. Puis en terminant, l'auditorium de l'école... La polyvalente Robert Ouimet. Porte ton nom. Ouais. Ça, l'année que le gars il a peur de mourir, c'est comme, tu sais, c'est un message. Ben, ça fait une couple d'années quand même là, que la salle porte mon nom. Quand c'est arrivé, c'était très drôle parce que moi, sur le coup, j'ai pensé que ça pouvait être une blague. J'ai pensé que ça pouvait être le retour de surprise parce qu'il avait fait... Texte d'accord à la radio. Ouais. Il avait recommencé à faire des surprises avec Guy Jodoin. Puis moi, je me disais, ils refont-tu une nouvelle saison de surprise? Tu sais, je vais me rendre sur place, puis là, je vais me rendre compte que c'est une joke. Puis finalement, ben non, c'était pas une joke. C'est l'auditorium, la polyvalente où j'ai fait mes premières armes, où j'ai joué, j'ai fait du théâtre, j'ai animé des spectacles, j'ai fait de l'humour, j'ai animé des galas Méritas. Mes premières armes, c'était ça. C'était là. Fait que je joue, à chaque fois que je lance un nouveau spectacle maintenant, je vais le roder. Je fais 2 soirs, mettons. Dans ta salle. Dans ma salle. Je rode 2 soirs là. Et il y a un des 2 soirs où je donne l'argent à la salle. Tous les revenus, je donne à la salle pour qu'ils puissent améliorer l'équipement, repeinturer les murs. Tu sais, c'est une salle d'une polyvalente. Là, tu sais, ils n'ont pas des budgets à tout casser. Donc, il y a un soir comme ça où ils prennent l'argent. Puis, s'ils ont besoin d'acheter, je sais pas, des nouveaux rideaux, refaire les loges qui sont un peu désuètes, bon ben... fait que je m'implique. J'ai envie que les gens qui vont jouer dans la salle Laurent Paquin aussi se disent « Hey, c'est une belle petite salle, c'est le fun de jouer là. » Tu sais, je pense
aux artistes qui vont aller jouer là, tu sais. À cette heure que la salle porte ouais. mon nom, Ben là, je me oui, sens faut que je sois à responsable. gauche, là. J'ai l'impression Comprends. que c'est comme si c'était ma salle, tu sais. C'est extraordinaire. Le gars, il n'est pas l'altruiste dans le tapis pantoute. Hey, ça close bien le balado. C'est une belle histoire, cette affaire-là. Ben merci. Hey, ça a passé tellement vite. Et tout le monde que j'invite, je sais que... puis je t'ai mis le cue card, là, si tu t'en rappelais pas. C'est le nom du balado. Oui, la vie est belle. Oui, parce que je trouve que c'est des mots puissants. Puis mon objectif, tout le monde, dans mon casting, c'est du monde qui, après avoir jasé pendant 1 heure de leur vie, puis d'un peu tout, qu'on va avoir envie de dire « Ouais. La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.